Bien, eh bien, je vous propose de commencer. Bienvenue dans ce troisième cours de la série de cette année, qui, je vous le rappelle, est consacré aux interactions magnétiques entre atomes froids. Et aujourd'hui, je vous propose d'étudier le spectre d'excitation d'un gaz dans lequel il y a des interactions magnétiques fortes entre les atomes, et en particulier vous montrer que le spectre d'excitation est très spécial, très différent de ceux auxquels on peut être habitué dans les gaz quantiques, et qu'en particulier il présente ce qu'on appelle un minimum de Roton. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'espère que vous en saurez plus à la fin du cours. Alors, avant de commencer, comme toujours, je vous rappelle les prochains séminaires. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir Rudi Grimm d'Innsbruck, qui va nous parler de mélange de fermions ultra-froids, et en particulier le problème des polarons et la recherche de nouveaux superfluides. La semaine prochaine, ce sera Patricia Vignolo qui nous parlera d'un bel effet de physique quantique, l'effet boomerang. Et dans 2 semaines, on parlera toujours de matière et de rayonnement, d'atomes et de rayonnement, qui est le titre de la chaire, mais ce sera dans un cadre un peu différent de ceux auxquels on est habitué, puisqu'on parlera d'énergie solaire photovoltaïque. Ce sera Daniel Suchet qui viendra nous parler de ça. Et par ailleurs, je vous rappelle que le 5 avril, nous aurons, l'après-midi du 5 avril, un colloque en anglais consacré à la simulation quantique, en particulier avec des atomes de Rydberg. Voilà, c'est co-organisé donc avec Michel Brune. Bien. Alors, les interactions dans les gaz d'atomes ultra-froids, donc, dans un problème général, on a en général des interactions donc, qui sont des interactions de contact, des interactions bien connues, plus, pour ce qui fait l'originalité du cours de cette année, des interactions magnétiques. Alors, les interactions de contact, je vous rappelle de quoi il s'agit. Celles-là, c'est celles qui sont présentes dans tous les gaz. C'est des interactions qui sont essentiellement à longue distance, des interactions de Van der Waals, qui donc varient comme 1 sur R6, où R est la distance entre les deux partenaires. Et puis, à courte distance, il y a la liaison chimique qui vient renforcer ces interactions. Toutes ces interactions peuvent être qualifiées de courte portée, puisque 1 sur R6 décroît vite à l'infini. Et dans une théorie de champ moyen, on peut sans difficulté les modéliser par simplement une description de Dirac, delta de R, que multiplie un nombre G, qui décrit donc la force de ce couplage. Et ce nombre G, eh bien, on peut l'écrire en fonction de la longueur de diffusion petit a, c'est-à-dire la longueur de diffusion qui décrit des collisions en ondes S, c'est-à-dire des collisions de moments cinétiques relatifs L égale 0, qui sont celles qui dominent à basse énergie. Donc, les interactions de contact sont simplement décrites par cette description de Dirac. Et donc, le cours de cette année s'intéresse à des atomes pour lesquels, en plus, on a l'interaction dipôle-dipôle magnétique qui joue un rôle significatif. Donc, si vous avez affaire à 2 dipôles, μi et μj, eh bien, ce potentiel d'interaction, qu'on a déjà vu ensemble les semaines précédentes, varie comme 1 sur R cube, où R est la distance entre les deux partenaires, et elle est anisotrope, c'est-à-dire que si mes dipôles, le dipôle I est repéré par le petit moment magnétique μi, le vecteur μi, c'est μi μj moins 3 fois μi scalaire U, μj scalaire U. Alors dans tout ce cours, on va supposer que nos dipôles sont alignés avec un champ magnétique extérieur, un petit peu comme l'aiguille d'une boussole s'aligne avec le champ magnétique terrestre. Donc on a supposé qu'on a mis un champ magnétique externe suffisamment fort pour que tous mes dipôles soient parallèles entre eux. Je vais appeler cet axe l'axe Z. Et donc, dans ces conditions, eh bien, cette interaction dipôle-dipôle, je peux la mettre sous la forme 1 moins 3 cos carré θ, où θ est l'angle entre le vecteur unitaire qui joint I et J et puis l'axe Z de mes dipôles, donc 1 moins 3 cos carré θ, fois le 1 sur R cube, qui était déjà présent ici, fois un préfacteur, donc, qui va caractériser la force des interactions. Et ce préfacteur, donc, qui fait intervenir à la fois μ0 et puis la valeur μ de chaque moment magnétique, je l'écris sous la forme 3 GDD, DD pour dipôle-dipôle, sur 4pi. Donc GDD, avec cette substitution-là, c'est simplement 1 tiers de μ0, la permittivité magnétique du vide, fois μ carré, le carré des dipôles. Et le 1 tiers est là parce que, comme ça, eh bien, la comparaison entre le premier type d'interaction de Van der Waals et le second type d'interaction, eh bien, ça revient simplement on voit apparaître directement des G moins GDD. Donc c'est l'intérêt d'avoir mis le 1 tiers devant, c'est qu'on n'a pas des G moins 3 fois GDD qui apparaissent, mais des G moins GDD. Mais bon, il n'y a aucune subtilité autre que ça dans ce GDD. GDD et G, comme je le signalais la dernière fois, ont la même unité,
À chaque fois, l'unité, c'est du joule fois mètre cube, hein, c'est une énergie fois un volume. Alors ici, c'est bien clair, puisque V ici est une énergie, et là, ici, j'ai GDD divisé par un volume. C'est également clair ici, puisque la distribution de Dirac à 3 dimensions, c'est 1 sur un volume. Donc l'unité de G et l'unité de GDD sont bien les mêmes, ça a un sens de les comparer. Et du coup, on peut, de la même façon qu'on écrivait G sous cette forme-là, 4pi h bar 2 A sur M, eh bien, on peut écrire GDD sous la forme 4pi h bar 2 ADD sur M, ADD à la dimension d'une longueur, qui va donc se comparer naturellement à petit a. Donc vous verrez apparaître indifféremment dans ce qui va suivre le rapport GDD sur G ou le rapport ADD sur A. Ces deux rapports sont égaux, et à chaque fois, c'est un nombre sans dimension. Et donc, encore une fois, tout ce qui fait l'intérêt de ces atomes magnétiques dont on parle cette année, le chrome en premier lieu, et puis ensuite ceux qui sont venus après, comme le dysprosium et l'herbium, eh bien, c'est que le couplage GDD peut dépasser petit g, donc on peut fabriquer des gaz dans lesquels ce sont les effets magnétiques qui sont déterminants pour connaître la stabilité du gaz ou ses excitations. Alors, cette stabilité, on a commencé à la regarder la semaine dernière. On s'était posé le problème de la stabilité globale d'un condensat piégé. Par global, j'entends, est-ce que ce condensat, qui donc aura une forme d'ellipsoïde, est-ce qu'il a un minimum quand je change les rayons de cet ellipsoïde? Donc, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est d'abord, on s'était placé dans un potentiel de piégeage à symétrie de révolution autour de l'axe Z, qui, je vous rappelle, est l'axe des dipôles. Donc, ce potentiel a été caractérisé par une fréquence oméga Z selon l'axe des dipôles et oméga perp dans le plan perpendiculaire. Et ce qu'on avait vu, pour le dire vite, c'est que quand on prend un piège qui est soit allongé comme ceci, soit quasiment isotrope, c'est-à-dire quand on prend une fréquence oméga perp de piégeage dans le plan perpendiculaire plus grande que la fréquence de piégeage selon Z, eh bien, en fait, le gaz devient instable et s'effondre sur lui-même, au moins dans une théorie de champ moyen, dès que GDD dépasse G. En revanche, si on va vers des pièges très aplatis, c'est-à-dire une fréquence d'oscillation dans le plan perpendiculaire beaucoup plus petite que la fréquence selon l'axe des dipôles, oméga Z, à ce moment-là, le gaz est globalement stable ou métastable, même si GDD devient très grand devant G. C'est-à-dire même si on n'a que des interactions dipolaires, à la limite où petit g tend vers 0, même si je n'ai que des interactions dipolaires, eh bien, si je prends soin d'avoir oméga perp très petit devant oméga Z, eh bien, j'ai cette stabilité globale vis-à-vis des changements de taille de mon système. Le critère ici, je vous l'avais donné, il fallait que oméga perp, le rapport entre oméga Z et oméga perp soit supérieur à 5, c'était 5,6 même pour être précis, pour que j'ai cette métastabilité globale, quel que soit le rapport GDD sur G. Bien, donc ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et le but de ce cours, eh bien, c'est d'aller au-delà de ce critère de stabilité globale et de s'intéresser aux excitations de notre système. Si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est un peu la même chose que ce qu'on faisait au lycée ou dans les premières années d'université. Une fois qu'on a déterminé l'équilibre d'un système mécanique, eh bien, il y avait toujours la question étudier la stabilité des petites oscillations du système. Bien, ça, on va faire la même chose. Simplement, là, on n'a pas un système mécanique repéré par une seule position. On a un champ, le psi de R, qui est la fonction de notre condensat. Donc, on va étudier ce qui se passe quand je mets des petites perturbations sur ce psi de R et regarder ce qui leur arrive. Donc, en particulier, on va s'intéresser à des perturbations qui sont sinusoïdales dans l'espace, comme ça, donc caractérisées par une longueur d'onde lambda ou un vecteur d'onde k. Si lambda est vraiment très grand, eh bien, on va trouver des ondes sonores, c'est-à-dire qu'on va trouver une relation entre le vecteur d'onde k de ces excitations et leur fréquence, qui sera simplement une relation linéaire, oméga égale ck. Mais plus généralement, on va s'intéresser à la relation de dispersion, oméga de k, quand k peut prendre n'importe quelle valeur. Et en particulier, on va s'intéresser à les instabilités possibles qui peuvent apparaître du fait de cette relation de dispersion. Et vous verrez comment est-ce que ces instabilités peuvent apparaître. Et le message principal du cours d'aujourd'hui, c'est que la réponse à cette question, d'abord la forme de la relation de dispersion et puis ensuite ces instabilités possibles, eh bien, la réponse à cette question, c'est ça dépend de la dimensionnalité du système. Voilà. On n'a pas du tout la même réponse à 3 dimensions pour un système infini, et puis pour un système qu'on confine fortement selon l'axe des dipôles. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin,
pour annoncer vraiment la couleur des résultats qu'on va obtenir, si je puis dire, eh bien, je vous donne la structure de cette relation de dispersion à laquelle on va arriver. Alors ici, j'ai commencé par rappeler celle à laquelle on est habitué pour des condensats de Bose-Einstein habituels, enfin usuels, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y a seulement des interactions de contact, G fois delta de R. Alors si vous ne connaissez pas ce résultat, ne vous inquiétez pas, on va le redériver ensemble un peu plus tard, mais là je le rappelle pour ceux qui sont déjà familiers avec ça. Cette relation de dispersion, donc, elle a la structure représentée ici, cette courbe noire ici. C'est une relation de dispersion qui, donc, au petit k, ici, est linéaire. Donc là, je trace oméga en fonction de k. Elle est linéaire, oméga, cette relation-là. Donc ça correspond à des phonons, caractérisés par une vitesse du son, la pente de la courbe. Et puis, quand on va vers les grands k, ici, eh bien, elle devient quadratique. Et ce qu'on retrouve simplement, c'est la relation de dispersion de particules libres, c'est-à-dire une énergie h bar oméga qui est égale à l'énergie cinétique des particules, h bar 2 k2 sur 2m. H bar k, c'est l'impulsion P, et h bar oméga, c'est l'énergie E. Alors, dans ce que j'ai tracé ici, vous voyez, j'ai exprimé petit k en unité de 1 sur xi, enfin, j'ai travaillé avec la variable sans unité k xi. Xi, c'est la longueur de relaxation, ou longueur de cicatrisation, healing length en anglais, qui s'exprime simplement en termes de la densité ρ0 du système et puis de la constante de couplage petit g, h bar sur racine de 2m g ρ0. Et la vitesse du son, donc la pente qui est ici, c'est g ρ0 sur m. On va le redériver dans un instant au tableau, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas. Le point important, c'est ce qu'on va trouver pour nos condensats dipolaires en dimension réduite. Ça va être une structure qui a l'allure suivante. Donc toujours oméga tracé en fonction de k. Au petit vecteur d'onde k, grande longueur d'onde, on a toujours une relation de dispersion linéaire, donc toujours une vitesse du son dans le système. Au grand K, on a toujours la relation de dispersion pour des particules libres, énergie égale P carré sur 2m, h bar oméga égale h bar 2 K2 sur 2m. Mais vous voyez que cette relation de dispersion n'est pas monotone. Elle passe par un maximum local, ici, appelé maxon, puis par un minimum local, appelé roton. Et cette structure ici peut engendrer toute une physique nouvelle. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cette structure existe déjà dans la nature, mais dans un système qui n'est pas magnétique, mais qui n'est pas non plus un condensat de Bose-Einstein qualifié d'usuel, c'est l'hélium liquide. L'hélium liquide superfluide présente une structure comme ça. Je vous rappellerai son origine. Je vous rappellerai comment est-ce qu'on la mesure dans l'hélium liquide. Et ce qu'on peut comprendre assez bien, c'est qu'une structure comme ça, ça peut être une source d'instabilité. Si j'ai un moyen de contrôler ce que j'appelle delta ici, c'est-à-dire la valeur du minimum de Roton, et si j'ai un moyen de faire tendre delta vers 0, eh bien, vous voyez que si je réalise comme une courbe de dispersion qui a cette allure-là, qui fait ça, comme ça, si ce minimum tend vers 0, eh bien ici, j'ai des excitations qui ne me coûtent aucune énergie. Donc j'ai un vecteur d'onde, K, particulier, qui est la valeur du minimum de Roton ici, Kr, pour lequel la modulation peut apparaître tout en gardant la même énergie que l'état fondamental. Donc ça, c'est le type d'instabilité auquel on va être confronté avec cette structure en maxon-roton. Voilà, donc ça, c'est pour annoncer ce qui va suivre. Donc le plan du cours va être le suivant. Dans un premier temps, je vais vous rappeler ou vous dire comment est-ce qu'on détermine le spectre d'excitation d'un fluide quantique. C'est ce qu'on appelle la méthode de Bokolubov. Ensuite, on s'intéressera au système à 3 dimensions, et j'ai créé une première mesure qui a été faite au laboratoire de physique des lasers à Paris-Nord, où ils ont mesuré une vitesse du son anisotrope. Ensuite, je passerai au cas d'un gaz fortement confiné. Je m'intéresserai un gaz plan, mais ce que je vais dire serait aussi valable pour un gaz unidimensionnel. Et on verra apparaître le spectre de Roton avec son seuil d'instabilité que je décrivais à l'instant. Et puis je terminerai par des expériences récentes qui datent des 3 ou 4 dernières années sur cette mise en évidence expérimentale du spectre de Roton. Voilà, donc le plan pour aujourd'hui. Donc je commence par ce premier paragraphe qui est le spectre d'excitation d'un fluide quantique. Comment est-ce qu'on s'y prend pour trouver la dynamique des petites fluctuations d'un condensat autour de la situation d'équilibre? Donc, notre point de départ, ça va être l'équation de Gross-Pitaïevski, qu'on a déjà écrite plusieurs fois cette année.
Là, je la prends dans sa version dépendante du temps. J'avais plutôt écrit la version indépendante du temps jusqu'à maintenant, mais là, je prends la version dépendante du temps. Donc, à gauche, vous avez la dépendance en temps, donc IH bar, dérivée partielle par rapport au temps de ma fonction d'onde. Et puis à droite, vous avez l'énergie cinétique, moins h bar carré sur 2m Laplacien psi, et puis le terme d'interaction. Je suppose que je n'ai pas de potentiel extérieur, contrairement au cours de la dernière fois où j'avais mon potentiel harmonique avec mes ellipsoïdes. Là, je suppose que je n'ai pas de potentiel extérieur. Donc j'ai simplement la fonction de psi qui réagit au champ moyen créé par toutes les autres particules du milieu. J'ai pris en compte le fait que mon potentiel pouvait être non local. C'est cette dépendance en 1 sur r cube, par exemple, qui va apparaître dans l'interaction dipôle-dipôle, qui a relativement longue portée. Donc, ce qui crée le potentiel d'interaction vu par une particule au point R, eh bien, c'est l'intégrale sur tous les points de l'espace, R', de la densité au point R', fois l'effet qui est médié par le potentiel V de R, donc V de R moins R', pris au point R ici. Voilà. Alors, je vous ai dit, on va linéariser autour de la solution d'équilibre. Donc, quelle est-elle, cette solution d'équilibre? Eh bien, la solution d'équilibre, c'est une solution où ψ0 et donc ψ de R et de t, pardon, est uniforme dans l'espace. Donc, c'est ψ0, une amplitude, fois une dépendance temporelle très simple, et puissance moins i mu c t sur h bar. Mu c, c'est le potentiel chimique. Ça correspond à une densité uniforme ρ0. Et de ça, eh bien, on déduit très facilement la relation entre le potentiel chimique mu c et puis la densité ρ0. Mu c est simplement V tilde de 0, ρ0, où V tilde est la transformée de Fourier du potentiel pris à vecteur d'onde nul. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Ça, on peut le vérifier ensemble très simplement, et je peux le faire ici directement. Donc à gauche, si je prends cette version-là pour ψ0, j'ai IH bar fois la dérivée par rapport au temps de ma fonction d'onde, donc ça va me sortir un moins i mu c sur h bar, voilà, fois ψ0, égale donc le Laplacien de psi, mais là j'ai pris un psi qui ne dépend pas de l'espace, donc c'est 0, plus V de R moins R', ρ de R' et de t des 3R', mais mon ρ est uniforme, donc lui je peux le sortir de l'intégrale, donc j'ai V0, ρ0 qui sort, et puis j'ai ce V de R moins R' avec des vecteurs D3R', et ça c'est simplement, effectivement, l'intégrale de V sur tout l'espace, et c'est relié directement à ma transformée de Fourier, puisque la transformée de Fourier V tilde de K, c'est e puissance moins IKR V de R intégré sur tout l'espace. Donc si je prends K égale 0, c'est simplement l'intégrale de V sur tout l'espace, c'est simplement V tilde de 0. Donc ça, c'est V tilde de 0. D'où la relation qui est écrite ici, puisque là, ici, les I fois moins I, ça fait 1, et les H bar se simplifient. Donc mu C égale V tilde de 0, ρ0. Voilà. Donc je pars de cette situation-là. Dans tout ce qui va suivre, je vais supposer que le V tilde de 0, qui est écrit ici, la valeur de la transformée de Fourier du potentiel à moment nul, je vais supposer qu'elle est positive. Sinon, j'aurai un système qui sera intrinsèquement instable. Il aura tendance à s'effondrer sur lui-même, puisque je pourrais obtenir un potentiel chimique qui tend vers moins l'infini en faisant des petits blobs de densité de plus en plus grandes. Donc, il ne faut pas que je prenne un V tilde de 0 positif si je veux espérer d'avoir quelque chose de stable. Donc, je supposerai tout le temps que mon V tilde de 0 est positif. Bien. Alors maintenant, on va s'intéresser aux excitations. Donc, je dois modéliser ces excitations. Et pour les modéliser, donc, je vais supposer que j'ai un psi de R et de T que je mets sous la forme racine de ρ fois puissance IS, où ρ, donc ma densité, dépend du point, et ma phase ici, S, dépend également du point et du temps. Donc ρ et S sont tous les deux des nombres réels, ici, ou des champs réels. Ma densité, je vais l'écrire ρ0 fois 1 plus eta, où eta va être une petite déviation, donc eta sera un nombre sans dimension petit devant 1, et ma phase S, eh bien, elle contient d'abord la phase qu'on a vue tout à l'heure pour la solution uniforme, moins mu c t sur h bar, plus zeta de R et de T, où zeta va également être supposé petit devant 1. Alors, il faut faire attention, quand on fait ça, ça implique certaines contraintes. Déjà, une fois que j'ai dit ça, j'ai fixé le champ de vitesse de mon système, puisque c'est une des premières choses qu'on apprend en physique quantique. La vitesse, c'est relié au gradient de la phase. Pensez au
courant de probabilité, par exemple, qui est ρ fois la vitesse. Ça fait dire le gradient de la phase. Donc mon champ de vitesse est fixé, et c'est donc le gradient de S. Cette chose-là ne dépend pas de la position, donc le gradient vaut 0. Donc le champ de vitesse, c'est h bar sur m gradient zeta. Donc ma vitesse va être quelque chose de petit, par définition. Une fois que j'ai posé ça, ma vitesse est quelque chose de petit, puisque je vous dis zeta va être un nombre petit devant 1, tout comme eta, donc ma vitesse sera également un infiniment petit dans mon problème. Et puis, une autre conséquence, c'est que je me restreins à un certain type d'excitation, et j'en élimine d'autres. Un type d'excitation que j'élimine quand je fais ça, eh bien, ce sont les vortex. Un vortex, c'est un point où la densité s'annule au centre et où la circulation de la vitesse autour de ce point vaut 2π fois h bar sur m. Donc, quand j'ai un vortex, j'ai des points où la vitesse peut être très grande, parce que si je regarde la circulation sur un tout petit cercle, comme cette circulation est quantifiée, il faut que la vitesse soit grande pour que l'intégrale soit constante. Donc, quand j'ai un vortex, j'ai une grande vitesse, et par ailleurs, j'ai un point où la densité s'annule, ce qui veut dire que je suis conduit à prendre eta égale moins 1. Donc, d'emblée, j'ai exclu les vitesses si je dis que les quantités eta et zeta sont petites devant 1. Donc, les excitations auxquelles je m'intéresse sont des excitations du système, mais ne vont pas recouvrir toutes les excitations possibles. Il faut être bien conscient de ça. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour étudier ces excitations ? Donc, je reprends mon équation de Schrödinger. Là, je récapitule tout ce dont je vais avoir besoin pour passer au tableau. Donc, j'ai mon équation de Schrödinger dépendante du temps. C'est la même que celle que j'ai écrite tout à l'heure. Je ne la recommande pas davantage. Je paramètre en fonction de la densité de la phase. Ma fonction de psi, a priori, est un objet complexe. Donc, je la décompose en deux objets réels. Au lieu de prendre la partie réelle de psi et la partie imaginaire de psi, je prends la densité ρ de r et la phase grand S, ce qui me donne donc mon champ de vitesse. Et ensuite, alors il y a un calcul qu'il faut faire, qui n'est pas très marrant à faire, mais dans lequel on n'apprend vraiment rien en le faisant, enfin je veux dire, il faut juste être patient, c'est réécrire cette équation que j'ai donnée ici, l'équation de Schrödinger, en fonction de ρ et de S. Alors là, il n'y a aucune approximation à faire, c'est simplement prendre cette équation-ci, séparer en partie réelle et partie imaginaire, et reporter ρ et S à la place de partie réelle de psi, partie imaginaire de psi. Ça se fait, ça prend quelques lignes ou quelques pages, selon la manière dont on s'y prend, mais c'est fait dans tous les bons livres, et encore une fois, on n'apprend pas grand-chose en le faisant, il faut juste vérifier qu'on ne se trompe pas, quoi. Et donc, je vous donne le résultat, c'est de ça qu'on va partir. C'est donc deux équations couplées, c'est normal, puisque j'avais ici une équation complexe, maintenant j'ai deux équations réelles. La première, c'est la dérivée par rapport au temps de ρ égale moins la divergence du produit ρ fois la vitesse v. La vitesse, encore une fois, est écrite là. Et puis la deuxième équation, c'est la dérivée de la phase, h bar la dérivée de la phase, fait intervenir l'énergie cinétique, 1,8 de mv2, l'énergie d'interaction, toujours la même chose, intégrale de v de r moins r', ρ de r', dt', plus un dernier terme qui fait intervenir le Laplacien de racine de ρ divisé par racine de ρ, qu'on appelle le terme de pression quantique, qui va rentrer naturellement dans le calcul qui va suivre. Et donc, maintenant, ce qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut linéariser ces équations en écrivant ρ sous la forme ρ1 plus eta d'une part, et puis grand S sous la forme de cette dépendance en t plus zeta, en traitant eta et zeta comme des petits paramètres. Voilà. Et ensuite, donc, on en déduira le spectre. Et ça, donc, je vais le faire au tableau, parce que ça, il faut faire attention. Donc, allons-y. Si je me mets là, c'est bon, oui. Donc, linéarisation de l'équation de Gross-Pitayevsky. Bien, alors commençons par la première des deux, dρ sur dt égale moins divergence ρ. Donc quand je remplace ρ par sa valeur, qui est donc écrite en dessous, là, ρ0 1 plus eta, donc ρ0 est indépendant du temps, donc ce qui va dépendre du temps, c'est eta. Donc le d sur dt de ρ, ça va mettre un ρ0 ici, dérivé par rapport au temps de eta. Donc ça, c'est l'équation numéro 1. Égal. Donc, qu'est-ce que j'ai à droite? J'ai moins divergence de ρv. Je fais un calcul à l'ordre 1. Donc, v, je vous ai dit, est déjà un infiniment petit d'ordre 1, puisqu'il fait intervenir le gradient de S, donc le gradient de zeta, puisque la partie d'ordre 0 de S ne dépend pas de R. Donc, ça veut dire que dans moins de divergence de ρv, le ρ, je peux le prendre à l'ordre 0, puisque v est d'ordre 1. Donc, je sors un moins ρ0 divergence de V,
Et V, je peux le remplacer par sa valeur. Donc c'est moins ρ0. Donc j'ai un h bar sur m qui sort. Et puis ce qui me reste, c'est divergence de zeta. Voilà. Je peux simplifier par ρ0 ici, ici et ici. Et j'ai donc une première équation qui est simple, qui me relie la dérivée temporelle d'un de mes deux petits paramètres, eta, à la dérivée spatiale, enfin, oui, c'est ça, au gradient de l'autre paramètre. Pardon ? C'est un Laplacien, mais oui, c'est ça, j'étais surpris de... Merci. C'est un Laplacien, puisque c'est la divergence de quelque chose qui est lui-même un gradient. Merci. C'est un Laplacien. Oui, j'aurais été ennuyé, sinon ma relation de dispersion n'aurait pas été bonne. Merci. C'est un Laplacien. Deuxième relation. Alors, deuxième relation, on peut déjà retrouver l'ordre 0 qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'ai le h bar à l'ordre 0. H bar d sur dt de s et s, donc c'est moins muté sur h bar à l'ordre 0. Donc, quand je dérive s, ça fait moins mu c sur h bar, égale, donc, à l'ordre 0, 1,5 de mv2, ça ne va pas contribuer, puisque v est d'ordre 1, donc 1,5 de mv2 est d'ordre 2. Ensuite, j'ai l'intégrale de v de r moins r', ρ de r'. Donc là, je me limite à l'ordre 1 pour l'instant, donc je sors simplement ρ0 et puis l'intégrale, donc moins ρ0 v tilde de 0. Et puis ensuite, le terme de pression quantique, mais lui, il est aussi d'ordre 1, puisque je vais prendre le Laplacien de ρ, donc ce sera le Laplacien de eta. Donc voilà. Et donc à l'ordre 0, je retrouve ma relation que j'avais tout à l'heure, qui est que mu c égale ρ0 v tilde de 0. Ce n'est pas une surprise, hein, on l'avait construit pour ça. Donc à l'ordre 1 maintenant, c'est là que ça devient intéressant. À l'ordre 1, donc j'ai h bar ds sur dt qui va être la dérivée temporelle de zeta. H bar dérivé par rapport au temps de zeta. Ça, c'est à gauche. Et puis à droite, donc 1,5 de mv2, ça c'est un terme d'ordre 2, donc lui il ne contribue toujours pas. Ensuite j'ai ce moins l'intégrale de v de r moins r', ρ, donc je remplace par ρ0 eta, donc je peux sortir le ρ0 ici, puis il me reste ici eta de r', d3r'. Et puis ensuite j'ai mon Laplacien de racine de ρ, donc racine de ρ, quand je développe, ça va me faire racine de ρ0, 1 plus eta sur 2. Donc je vais sortir plus h bar 2 sur 2m, ρ0 fois donc Laplacien de eta sur 2. Et puis au dénominateur, comme j'ai déjà un terme d'ordre 1 au numérateur, je peux remplacer par racine de ρ0, je peux remplacer par racine de ρ0. Voilà. Bien. Donc voilà à quoi ça ressemble ici. Donc bon, on peut simplifier par racine de ρ0 ici, et puis le 2, je le sortirai. Voilà mes deux équations, donc couplées. Dérivée temporelle de eta liée à une dérivée spatiale de zeta. Dérivée temporelle de zeta liée à, d'une part, une intégrale sur eta, et puis ensuite une dérivée spatiale de eta. Voilà, donc c'est ça qu'il s'agit de résoudre. Alors, pour résoudre ça, je ne vais pas le faire dans le cas général, je vais donc prendre des solutions particulières, qui sont les ondes planes. Donc, je vais supposer maintenant que je cherche une solution sous la forme eta de r et de t égale eta 0 et puissance ikr moins oméga t, donc vecteur d'onde k, fréquence oméga, et puis même chose pour zeta. Et donc, je me demande quelle est la relation maintenant entre oméga et k. Donc, je prends des ondes planes. Et je regarde ce que ça donne. Donc, ma relation 1, d sur dt de eta. Donc, quand je prends la dérivée temporelle, je sors un moins i oméga. Donc, j'ai moins i oméga fois eta 0 à gauche. Et puis à droite, j'ai donc égal moins h bar sur m. Et puis Laplacien zeta. Laplacien, ça me sort un ik deux fois, donc un moins k2. Donc, j'ai moins k2 fois zeta 0. Voilà. Pour la deuxième relation, pour la deuxième relation, ce que je vois apparaître, c'est donc ici, je vais faire apparaître v de r moins r', eta de r'. Donc je vais faire apparaître un v de r moins r'
et puissance IKR', que je peux réécrire sous la forme l'intégrale de V de R moins R', et puissance moins IK R moins R', que multiplie et puissance IKR. J'ai multiplié par e puissance moins IKR, je remets e puissance IKR ici. Ça, c'est intégré sur D3R', pardon. Et donc là, je vois apparaître un V tilde de K, qui est donc ma transformée de Fourier du potentiel. Et puis ensuite, avec le puissance IKR, tout simplifiera bien. Donc cette deuxième équation, moyennant ce que je viens d'écrire là, ça donne quoi? Donc j'ai toujours h bar fois dérivée temporelle, donc en moins i h bar fois donc zeta 0 égale donc moins ρ 0 V tilde de K fois donc état 0 qui va sortir. Et puis ici, j'ai plus h bar 2 sur 4m, puisque j'ai ce 2 ici et ce 2 là, 4m, et puis Laplacien de état, qui est donc encore une fois un moins K2, état 0. Voilà, il faut quand même que je vérifie que je ne me suis pas trop trompé, parce que entre les Laplaciens et que je confonds avec des gradients, et puis le reste, mais ça a l'air pas mal. Oui, ça ressemble à ce que je dois voir. Voilà, donc une fois qu'on a ça, le tour est joué, puisque finalement maintenant j'ai un système qui est linéaire en état 0 et zeta 0. Donc l'équation qui est ici, par exemple, je peux l'écrire sous la forme. Je vais faire passer le moins i de l'autre côté. Donc i oméga état 0, je fais passer ici plus h bar k2 sur m zeta 0, pardon, zeta égale 0, première équation. Alors cette équation, je vais la multiplier par h bar pour faire joli, h bar ici, h bar 2 ici, et je vais poser partout epsilon k, donc c'est une énergie, epsilon k, c'est l'énergie cinétique associée au vecteur d'onde k, donc h bar 2 k2 sur 2m. Donc ici, je reconnaîtrai epsilon k dans un instant. Et puis la seconde, alors la seconde, je vais commencer par les états 0, donc je vais les faire passer de l'autre côté pour avoir qu'elles aient un signe plus. Donc ça va être ρ0 V tilde de K plus H bar 2 K2 sur 4m. Donc là, je peux tout de suite profiter de ce que j'ai introduit, epsilon K sur 2, fois état 0. Voilà, on y est presque. Moins IH bar, moins IH bar zeta 0 égale 0. Voilà. Et donc ça, c'est un système de deux équations à deux inconnues, linéaires, en état 0 et zeta 0. Et évidemment, ce qu'on veut, c'est une solution qui soit différente de la solution nulle. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc je veux état 0 différent de 0, 0. Donc il faut que j'écrive que le déterminant de ce système vaut 0. Donc j'ai IH bar oméga ici. Donc là, je vais avoir 2 fois epsilon k. Ici, j'ai ρ0 V tilde de k plus epsilon k sur 2. Ici, j'ai moins IH bar oméga. Et ça doit être nul. Voilà. Donc dire que ça, c'est nul, ça veut dire que le produit de termes diagonaux doit être égal au produit des termes antidiagonaux. Donc h bar oméga au carré doit être égal à ce que j'obtiens quand je multiplie les deux ici. Donc 2 fois ρ0 V tilde de k plus epsilon k, j'ai fait passer le 2 à l'intérieur, fois epsilon k. Voilà, ou si vous préférez, je prends la racine carrée. Par convention, je prends oméga positif, c'est juste là, une question de convention. Et donc j'ai 2 fois ρ0 V tilde de k epsilon k plus epsilon k carré, le tout à la puissance 1,5. Et ça mérite d'être encadré. Voilà, donc ça c'est la relation de dispersion dite de Bogoliubov, qui est a priori générale pour l'instant, puisque pour V tilde, je n'ai pas spécifié ce que c'était, donc c'est vrai pour n'importe quel potentiel dans le cadre de l'approximation dans laquelle je me suis placé au début. Voilà. Donc ça, on a notre oméga en fonction de k, et maintenant il s'agit de discuter la physique qui se cache derrière ça. Alors, pour commencer, je vais prendre des interactions de contact, simplement.
hein, c'est le cas habituel. Je ne mets pas encore les interactions magnétiques, elles vont venir juste après. Donc si je prends des interactions de contact, mon potentiel V de R, donc, c'est G fois delta de R. Sa transformée de Fourier est toute simple, puisque je dois simplement intégrer G delta de R fois puissance moins I KR, donc ça fait un V tilde de K égale G. Et j'ai donc ma relation de dispersion qui est H bar oméga égale, donc c'est ce qui est écrit là-bas, mais je remplace V tilde de K par G, 2 fois ρ0 G epsilon K plus epsilon K carré puissance 1,5. Et c'est comme ça qu'on retrouve les deux cas limites que je mentionnais en introduction, le cas soit des grands vecteurs d'onde K, soit des petits vecteurs d'onde K. Donc si je commence par les grands vecteurs d'onde K, grand K, epsilon K, je vous ai dit, c'est H bar 2 K2 sur 2m. Donc ce terme-ci est en K2, ce terme-ci va être en K4. Donc au grand K, c'est lui qui gagne. Je peux négliger ça à l'ordre le plus bas. Et j'ai donc simplement H bar oméga égale epsilon K carré puissance 1,5. Donc j'ai simplement H bar oméga égale epsilon K. C'est la relation de dispersion de particules libres. Et ça, on le retrouvera même quand on aura affaire à un gaz dipolaire. Et puis au petit K, je vais faire un peu plus de place. Au petit K, et à ce moment-là, donc, ce terme-ci est en K2, ce terme-ci est en K4. Je néglige le terme en K4, donc je ne garde que le terme en K2. Et j'ai H bar oméga, qui est donc égal à 2 fois ρ0 G. Alors epsilon K, là, je vais le redécomposer sous sa forme H bar 2 K2 sur 2m, puissance 1,5. Donc là, les deux se simplifient. Le H bar K, je peux le sortir de la racine. Enfin, le H bar 2 K2, je le sors de la racine, ça devient un H bar K. Je simplifie par H bar, donc j'ai oméga égale K fois ce qui reste à l'intérieur, c'est-à-dire ρ0 G sur M. Puissance 1,5. Ce qui me donne donc la vitesse du son, puisque ça, c'est rien d'autre que la vitesse du son, C égale racine de ρ0 G sur M, qui est le résultat que j'avais annoncé dans l'introduction. Voilà, donc voilà comment on s'y prend quand on a affaire à un gaz avec des interactions de contact. On arrive assez facilement à ce spectre de Bogoliubov. Et on retrouve donc la courbe que j'annonçais en introduction, avec ici la partie linéaire, oméga égale ck, celle qui est écrite là, pour les petits k, et puis la partie donc, des particules libres quadratiques qui est là. Et puis la fonction qui est écrite généralement ici, ça fait l'interpolation entre la partie linéaire et la partie quadratique. Voilà, donc on avait eu l'occasion de discuter dans des cours précédents, donc je ne veux pas m'étendre sur cette relation de dispersion. Elle a été mesurée de manière très fidèle, en particulier par le groupe de Near Davidson dans une expérience avec Jeff Steinhauer il y a bientôt 20 ans maintenant. Maintenant, intéressons-nous au cas des gaz magnétiques, qui sont donc le thème de cette année. Gaz dipolaire uniforme à 3 dimensions pour commencer. Alors, j'ai besoin pour ça, donc, vous le voyez, de connaître la transformée de Fourier de mon potentiel. Toute cette relation de dispersion ici fait intervenir V tilde de K, donc j'ai besoin de connaître la valeur de V tilde de K. Dans le cas du potentiel de contact, vous ne pouvez pas faire plus facile puisque c'était une constante. Maintenant, si vous prenez un potentiel dipolaire, le calcul n'est pas difficile, mais il est subtil. Je ne vais pas le faire ici, il est fait en détail dans les notes. Il y a plusieurs manières de le prendre. Mais le résultat, il faut faire attention, c'est un résultat qui est très singulier et c'est un résultat manipulé avec beaucoup de doigté, de précaution. Donc, pour ceux qui voudraient l'utiliser, ce que j'écris là est parfaitement légitime, mais il faut le prendre avec, comme je dis, avec beaucoup de précaution. Alors pourquoi ça ?
Donc si vous prenez le potentiel dipolaire qu'on a vu tout à l'heure, 3 GDD sur 4pi, 1 moins 3 cos carré θ sur R3, c'est donc un potentiel qui est anisotrope, il dépend de l'angle θ entre R et UZ, et il est à relativement longue portée, 1 sur R cube. 1 sur R cube à 3 dimensions, quand vous prenez l'intégrale, ça a une fâcheuse tendance à ne pas converger, parce que vous avez 1 sur R3, et puis après vous avez le jacobien qui est en R2dr, donc vous récupérez un 1 sur R à l'infini qui pose problème. Donc les difficultés mathématiques de la transformée de Fourier viennent de ça, le fait qu'on a quelque chose qui est marginal à la fois en 0 et en l'infini. Donc quand on fait le calcul correctement, encore une fois je ne le fais pas ici mais je vous donne le résultat, ce qu'on trouve c'est le préfacteur devient très simple, c'est simplement GDD. Et puis il nous reste 3 cos carré alpha moins 1, où alpha cette fois-ci, donc je suis en point de vue de Fourier maintenant, donc c'est l'angle entre K, le vecteur d'onde que je considère, et UZ, la direction de polarisation de mes dipôles. Et les subtilités viennent du fait que cette quantité-là est indépendante du module de K, c'était déjà le cas dans le cas du potentiel de contact, mais dépend de l'orientation. Donc quand vous allez vouloir prendre une limite, par exemple K tend vers 0, eh bien vous pouvez dire je vais d'abord faire tendre Kz vers 0, par exemple, c'est-à-dire prendre mon vecteur d'onde dans le plan XY, et puis ensuite faire tendre Kx et Ky vers 0. C'est une manière de prendre la limite K total tend vers 0. Si vous faites ça, ça veut dire que vous prenez un angle qui vaut pi sur 2 entre K et UZ, donc vous allez trouver cette cos carré alpha qui vaut 0, donc vous allez trouver moins GDD comme limite quand K tend vers 0, comme ça. Mais vous pouvez très bien faire la limite dans le sens inverse, faire tendre d'abord Kx et Ky vers 0, et puis ensuite faire tendre Kz vers 0. À ce moment-là, cos carré alpha vaut 1, donc vous avez 3 moins 1, vous avez 2 GDD. Donc la même limite K qui tend vers 0, vous pouvez trouver aussi bien 2 GDD que moins 1 GDD, selon le terme que vous faites tendre en premier vers 0. Et ce que je vous dis pour 0, c'est vrai aussi pour l'infini. Si vous faites tendre K vers l'infini, module de K vers l'infini, c'est une phrase qui n'a pas de sens, il faut préciser. Je vais faire tendre module de K vers l'infini en faisant d'abord tendre Kz ou en faisant d'abord tendre K perp vers l'infini. Voilà. Et si on ne fait pas attention à ça, on ne sait pas ce qu'on fait avec nos calculs. Voilà. Je parle d'expérience. Bien. Donc, une fois qu'on a ce résultat-là, eh bien, on a la forme générale de la relation de dispersion, simplement en remplaçant dans la formule qui est encadrée là-bas, V tilde de K par son expression. Donc, j'ai un potentiel qui est la somme d'un potentiel de contact très simple et puis de ce potentiel dipôle-dipôle. Donc, je somme leurs transformées de Fourier, G plus GDD fois 3 cos carré alpha moins 1. Epsilon K, encore une fois, c'est l'énergie cinétique H bar 2 K2 sur 2M. Bien. Alors, regardons les limites de ce haute énergie et basse énergie de cette relation de dispersion, tout comme je l'ai fait au tableau ici pour le potentiel de contact. Prenons la haute énergie d'abord. Haute énergie, donc, c'est K grand, et là, j'ai du K2 ici et du K4 là. Donc là, pas de mystère. Le terme grisé, je peux le négliger. C'est lui qui domine. Donc je récupère toujours ma limite de particules libres. C'est normal, la limite de particules libres, c'est dire que j'ai une énergie cinétique qui est considérable, grande devant toutes les énergies d'interaction. Donc à ce moment-là, c'est normal que ce soit elle qui domine. Il n'y a pas de mystère derrière ça. Donc, côté particules libres, on sait vers quoi on va, on a cette relation de dispersion quadratique. Toute la question, c'est que se passe-t-il dans le rectangle grisé qui est là. Donc on va passer maintenant vers la limite des basses impulsions, donc les limites des petits vecteurs d'onde. Donc à ce moment-là, ce terme-ci est en K4, ce terme-ci est en K2, donc c'est lui que je vais négliger. Voilà, je le néglige, et je récupère quelque chose donc, qui est du K carré à l'intérieur du crochet, mais le crochet est à puissance 1,5, donc je récupère du H bar oméga de K linéaire en K, enfin proportionnel à K. Donc j'ai quelque chose qui est oméga égale C alpha K, mais ça dépend de l'angle alpha, bien sûr, puisque j'ai cet angle alpha qui est là. Donc j'ai une vitesse du son qui apparaît, mais qui va dépendre de l'angle alpha entre le vecteur d'onde que je considère et puis mes dipôles. Alors on peut être un petit peu plus précis, enfin regarder deux cas limites, le cas où ils sont parallèles et le cas où ils sont perpendiculaires. Prenons le cas parallèle. Donc je prends un vecteur d'onde K qui se propage comme ceci, du bas vers le haut de la figure, et mes dipôles sont alignés avec l'axe Z. C'est ce qui est représenté ici. Et donc, ce que je suis en train de faire, là, c'est une onde, donc en particulier, il y a une modulation de densité. Je réalise des plans qui sont perpendiculaires à l'axe des dipôles.
dans lequel je vais avoir une densité élevée, c'est les plans blancs par exemple, et puis des plans gris ici, où au contraire ma densité sera plus faible, et puis de nouveau une densité élevée, etc. Donc vous voyez que quand je fais ça, ce que j'ai tendance à faire, c'est à mettre des dipôles qui sont alignés sur Z côte à côte, comme ça. J'accumule des dipôles côte à côte, et puis une période plus loin, j'ai encore des dipôles côte à côte. Et je sais que mettre des dipôles côte à côte comme ça me coûte de l'énergie, par rapport au cas où il n'y aurait pas d'interaction dipolaire. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de faire une configuration où mon interaction dipolaire, par rapport à l'interaction de contact, vient ajouter de l'énergie supplémentaire, parce que j'essaie de mettre des dipôles parallèles les uns aux autres, côte à côte, comme ça. Donc, ce qui se passe, eh bien, c'est donc j'ai une raideur plus grande de mon gaz. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous preniez une corde de guitare, vous imposez la longueur de votre corde, et puis si vous la tendez plus, eh bien, la fréquence sera plus élevée pour un même vecteur d'onde. Là, c'est la même chose. Pour une même vecteur d'onde K, eh bien, à cause des interactions dipolaires, je viens augmenter l'énergie, augmenter la raideur de ma corde, si vous voulez. Donc, j'ai une vitesse du son plus élevée, l'équivalent de ma note plus aiguë pour ma corde de guitare. Bien. Prenons le cas inverse, où cette fois-ci, mon vecteur d'onde K est perpendiculaire à l'axe Z. Donc je prends alpha égale pi sur 2 dans cette formule. Là, au contraire, vous voyez que ce que j'ai tendance à faire quand je fais propager mon onde dans le milieu, c'est faire des plans dans lesquels je vais avoir mes dipôles qui seront les uns derrière les autres, comme ça, les uns à la file des autres. Et ça, je sais que ça abaisse l'énergie. Les dipôles, dans cette situation-là, ont une énergie plus basse que s'il n'y avait pas d'interaction dipolaire. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. Hein, quand je remplace maintenant alpha par pi sur 2, ben, là, j'aurai G moins GDD, alors que, je ne l'ai pas dit, mais quand je prends alpha égale 0, ici, j'ai 3 moins 1 égale 2, donc G plus 2 fois GDD. Donc là, j'ai des dipôles en fil, une énergie diminuée, et là, je vois apparaître une première source d'instabilité. Si jamais GDD devient plus grand que G, je me récupère une vitesse du son qui est imaginaire pure, puisque je dois prendre la racine d'un nombre négatif. Donc ma fréquence oméga, ici, est imaginaire pure. Et ça, c'est la signature d'une instabilité dynamique du système, puisque les puissances moins i oméga t que j'avais mis dans mon développement en onde plane, eh bien, ils deviennent maintenant des puissances modules d'oméga fois t, puisque oméga est imaginaire pure. Et ça veut dire que n'importe quelle petite modulation que je peux avoir au départ, une fluctuation thermique résiduelle, par exemple, ou une imperfection dans le système, eh bien, elle va croître exponentiellement vite avec le temps quand je vais avoir ce système-là. Donc on voit qu'un condensat dipolaire 3D avec G plus grand que GDD, eh bien, il va être instable. Alors, on peut être un petit peu plus général, donc on peut tracer la relation de dispersion, donc c'est cette relation de dispersion qui est toujours écrite ici, c'est toujours la même, hein. Et ce que j'ai fait ici, c'est donc tracer oméga en fonction de K, toujours dans les mêmes unités avec xi, qui est cette longueur de relaxation, et je divise h bar oméga par g rho 0. Donc là, j'ai pris le cas d'interaction dipolaire relativement faible, où GDD n'est égal qu'à la moitié de la force d'interaction de contact petit g. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé un faisceau de courbes en prenant alpha, donc en faisant varier alpha entre 0 et pi sur 2. Donc c'est pour ça que vous devez avoir une dizaine de courbes bleues ici. La courbe rouge, elle correspond au cas où cette quantité-ci vaut 0. Donc c'est l'angle cosinus carré alpha égale 1 tiers. On a 3 cos carré alpha moins 1 vaut 0. Et donc les courbes se répartissent de part et d'autre selon que alpha est plus grand que cette valeur cos carré alpha égale 1 tiers ou plus petit. Bon, à ce stade-là, il n'y a rien de bien spécial. Ce qu'on voit apparaître quand même, c'est qu'il va y avoir plusieurs vitesses du son. Donc une vitesse du son qui va être la vitesse du son la plus basse, qui correspond à la tangente la plus basse ici, puis une vitesse du son plus grande qui correspond à la tangente par rapport à la courbe la plus haute ici. Ce n'est pas très beau ce que je dessine, mais enfin, j'espère que vous comprenez l'esprit. En revanche, si je vais vers des interactions dipolaires fortes, prenons par exemple GDD égale 2 fois G, donc interaction dipolaire 2 fois plus forte que l'interaction de contact, à ce moment-là, eh bien, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure. Pour toute une gamme d'angles alpha ici, en particulier alpha égale pi sur 2, hein, où à ce moment-là, cette chose-là vaut moins 1, mais même si alpha est plus grand que pi sur 2, tant que l'intérieur de cette chose-là est négative, de telle sorte que GDD fois ça est plus grand que G, eh bien, j'ai toute une zone ici, sur des grandes longueurs d'onde, des petits vecteurs K, pour lesquels j'ai une instabilité. Donc, mon gaz dipolaire 3D n'est vraiment pas stable dans ce régime. Voilà. Donc je récapitule ici. Hein.
dès que les interactions dipolaires sont plus fortes que les interactions de contact, le condensat uniforme 3D est déstabilisé par des excitations de très grande longueur d'onde, enfin, en l'occurrence, toutes les longueurs d'onde comprises entre ce qui correspond à la ligne verte, là, donc un vecteur d'onde entre 0 et puis ici 1,5. Alors, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe quand je dis qu'il est déstabilisé? C'est bien joli, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Alors, la réponse à cette question, ce qui va lui arriver, ce sera pour le prochain cours. Ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, grâce aux effets qui sont au-delà du champ moyen, c'est-à-dire des effets que je n'ai pas encore pris en compte, eh bien, il y a moyen de former un état non plus gazeux, mais liquide, c'est-à-dire un état pour lequel la densité est uniforme, et plus je rajoute des atomes, plus le volume croît, sans changer la densité centrale du système. C'est ce qu'on appelle donc une gouttelette quantique, et donc ça fera l'objet du cours 4. Pour l'instant, on va laisser ce problème en suspens, on va dire qu'il est instable, on ne sait pas encore ce qui lui arrive. Voilà. Alors, je voudrais terminer cette partie sur les gaz 3D ou semi-3D par une première mesure, qui est une mesure qui avait été faite dans le groupe de Bruno Laburte-Tolra il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Donc c'est au laboratoire Paris-Nord, laboratoire de physique des lasers. C'était une expérience qui était faite sur un gaz d'atomes de chrome qui était confiné dans un piège harmonique. Donc ce n'était pas un système plat, mais c'était un piège harmonique. Mais bon, on peut quand même adapter les résultats. Et ce piège était à peu près isotrope. Et donc on va s'intéresser à ce qui se passe au centre du piège. Et la méthode qu'ils ont utilisée pour mesurer la relation de dispersion, donc oméga en fonction de k, eh bien c'est une méthode qui avait déjà été utilisée, c'est le groupe de Davidson dont je parlais tout à l'heure, pour mesurer cette relation de dispersion dans le cas d'un gaz avec des interactions de contact. C'est ce qu'on appelle la méthode de la spectroscopie de Bragg. Ça consiste à éclairer le gaz avec deux faisceaux laser qui forment un angle qu'on va pouvoir ajuster. Ces faisceaux laser donc, sont caractérisés par leur fréquence oméga 1, leur vecteur d'onde K1, deuxième oméga 2, K2, et on va essayer de chercher à produire dans le gaz un processus résonant, absorption, émission stimulée. Donc en faisant ça, on absorbe un photon K1 oméga 1, on fait une émission stimulée dans l'onde K2 oméga 2, donc on dépose dans le gaz une certaine énergie, qui est simplement oméga 1 moins oméga 2 fois h bar, et puis une certaine impulsion, K1 moins K2 fois h bar. Donc on regarde la probabilité de déposer de manière résonante à la fois une énergie et une impulsion, et on peut contrôler indépendamment l'énergie et l'impulsion, parce qu'on peut changer bien sûr la fréquence des faisceaux, c'est ce que vous allez voir dans un instant, oméga 1 et oméga 2, mais on peut aussi changer l'angle K1 et K2. Donc en gardant oméga 1 et oméga 2 fixés, vous voyez bien que si je mets mes faisceaux tête-bêche comme ça, K1, K2, ou au contraire si je les fais aller dans la même direction, eh bien je ne dépose pas du tout la même impulsion dans le milieu. Donc on peut vraiment varier indépendamment K et oméga dans ce type d'expérience. Alors voilà un des résultats obtenus par le groupe de Paris-Nord. Donc ce que vous avez ici, c'est donc une figure de ce qui se passe quand vous avez cette diffusion résonante, diffraction de Bragg résonante, pas diffusion, diffraction. Donc ici, vous avez le condensat initial, et puis ici, vous avez un petit nuage encerclé par l'ellipse qui correspond aux atomes qui ont subi ce processus d'absorption-émission stimulée. Là, vous avez la résonance elle-même, donc vous balayez oméga ici, donc la différence de fréquence oméga 1 moins oméga 2. Là, l'angle des faisceaux de Bragg était de 14 degrés pour ces courbes-là. Et vous avez deux séries de points, les points rouges et les points bleus. Les points rouges correspondent à un angle alpha entre K et UZ, c'est le même angle que celui que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, qui vaut pi sur 2, avec une vitesse du son dont qu'on peut déduire de la position du maximum qui est relativement basse, de 2 mm par seconde, 2,06. Et les points bleus correspondent à un angle alpha entre K et UZ de 0. Donc là, à ce moment-là, on a une fréquence oméga pour le vecteur d'onde K donné plus grande, donc une vitesse du son plus grande, qui vaut 2,6. Et les résultats trouvés là étaient en très bon accord avec ce qui était attendu compte tenu de la densité du gaz. Voilà, donc c'était les premières mesures d'une vitesse du son anisotrope dans ces systèmes. Bien. Eh bien, je voudrais maintenant passer au cas d'un gaz dipolaire, toujours, mais cette fois-ci confiné dans une direction de l'espace, et plus précisément confiné dans la direction des dipôles. L'idée, c'est d'éviter une instabilité, de former des longs tubes où les dipôles s'alignent. Donc on va confiner maintenant fortement notre gaz dans la direction des dipôles. On va le laisser uniforme dans le plan XY,
mais selon Z, eh bien, j'ai donc un gaz qui a une épaisseur que je vais appeler LZ. Et toute la question, c'est est-ce qu'avec ça, je peux empêcher l'instabilité modulationnelle quand GDD est plus grand que G? C'est-à-dire, est-ce que je peux produire un gaz dans lequel les interactions dipôle-dipôle sont dominantes, GDD est plus grand que G, sans que ce gaz, je le vois partir en lambeaux parce qu'il y a du bruit qui croît exponentiellement vite. Et ce que je vais faire, en fait, ça a été pressenti théoriquement il y a longtemps, maintenant, il y a 20 ans, d'une part par Odell, Giovanazzi et Kurisky, et par Santos, Chatnikov et Levenstein. Alors, un mot sur le confinement selon l'axe Z. Ce confinement, ça peut être par exemple un piège harmonique très raide selon l'axe Z. Je vais supposer que la fonction d'onde de mes atomes selon l'axe Z est donnée par cette fonction Ki0 de Z que je vais modéliser pour que ce soit simple par une gaussienne. Donc je vais prendre pour Ki0 de Z quelque chose qui est normalisé mais qui est proportionnel à la puissance moins Z2 sur 2 fois Lz carré. Lz est donc cette épaisseur selon Z. Ce qui veut dire que ma densité selon Z, ρ de Z, ce sera ρ0 puissance moins Z2 sur Lz carré, le carré de Ki0. Et je vais faire une hypothèse qui simplifie beaucoup les calculs, qui est, je crois, apparue dans la littérature dans un article de Uwe Fischer en 2006. Je vais supposer que cette fonction est figée, c'est-à-dire que je vais supposer que mes excitations se propagent dans le plan XY, dans le plan horizontal, mais qu'elles ne créent pas de bourrelet selon Z, mes excitations, que tout se passe dans le plan XY. Ça simplifie beaucoup le traitement par rapport à celui, par exemple, de Santos, Chatnikov et Levenstein, qui, eux, traitaient le problème dans toute sa généralité. Et les résultats sont vraiment très voisins. Donc, ça va être plus simple à présenter. Ceux qui veulent aller au-delà de ce que je vais dire, vous allez regarder l'article de Santos et al. Et vous aurez la procédure pour faire le cas général. Alors, une note avant de continuer. Je vous ai dit, selon Z, on va mettre un piège harmonique en pratique si on doit faire une expérience. Et dans un piège harmonique, je sais que l'état fondamental, s'écrit puissance moins Z2 sur 2 fois AOH carré. AOH, c'est pour petit a oscillateur harmonique. Et AOH, c'est racine de H bar sur M oméga Z, où oméga Z est la fréquence du piège. Alors, ce que vous allez voir apparaître dans la suite, c'est qu'en fait, pour avoir des situations intéressantes, ce que j'appelle situation intéressante, c'est ce minimum de Roton que j'ai annoncé au début, eh bien, il faut que mes interactions soient relativement fortes. Et en particulier, il faut que le potentiel chimique mu-C soit de l'ordre ou supérieur à H bar oméga Z. Ce qui veut dire que le Lz que je mets là, il n'est pas strictement égal au AOH. Mes interactions sont assez grandes par rapport au confinement selon Z, donc mon gaz est un peu enflé, si je puis dire, du fait des interactions. Donc il n'y a pas, le Lz qui est là n'est pas strictement égal à AOH. Il est du même ordre, hein, ça peut être 2 fois plus grand, mais il n'est pas strictement égal. Voilà. Il ne faut pas ici penser que je mets AOH dans le calcul. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser finalement le formalisme qui est écrit ici. Ce formalisme-là, tel que je l'avais développé au tableau, je n'avais pas dit si j'étais à 2 dimensions ou 3 dimensions. J'avais mis une flèche sur mon vecteur K, là, mais je ne vous avais pas dit si c'est un vecteur à 2D ou 3D. Donc, d'ailleurs, je vois que j'ai oublié la flèche qui est là. Vous voyez, c'est pas bien. Je vais la rajouter. Jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Donc, je peux très bien réutiliser cette formule-ci en me disant que maintenant, ρ0 devient une densité surfacique et ce V tilde de K est une transformée de Fourier à 2D. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est quel est le potentiel effectif à 2D en point de vue de Fourier qui apparaît entre mes atomes quand ils sont confinés dans cette géométrie que je vous disais là. Et ça, je vais encore le faire au tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de la fonctionnelle d'énergie à 3 dimensions, qu'on connaît bien, hein, on l'a déjà écrite plusieurs fois, cette hypothèse de fonction de Ki0 de Z figée, et avec ça, je voudrais établir un potentiel effectif à 2D, V tilde de Kx, Ky, qu'ensuite je pourrais injecter dans la formule qui est écrite là-bas. Bien, donc je vais repasser au tableau. Ça ne va pas être bien compliqué, mais autant le faire tranquillement. Bon, j'aurai sûrement besoin de tout le tableau, mais j'effacerai le reste après. Donc, ma fonctionnelle à 3D, déjà.
la fonctionnelle d'énergie. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est l'énergie d'interaction. Hein. Donc, cette énergie d'interaction à 3 dimensions, E, c'est 1,5 de l'intégrale double de V de R moins R', ρ de R, ρ de R', D3R, D3R'. Ça, c'est la forme la plus générale, enfin, c'est la forme qu'on a utilisée jusqu'à maintenant. V n'est pas forcément un potentiel local, hein, si j'ai des interactions magnétiques, donc voilà ce qu'on a utilisé. Et cette chose-là, on l'avait réécrite, si vous vous souvenez ce qu'on avait fait dans le premier cours, sous la forme d'un potentiel grand phi de R fois ρ de R D3R. C'est juste une réécriture. Simplement, le potentiel phi de R, eh bien, c'est l'action au point R de toutes les autres particules. Donc c'est ce que je déduis d'ici, c'est l'intégrale de V de R moins R', ρ de R', D3R'. Voilà. Et donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de passer en point de vue de Fourier, puisqu'au bout du compte, ce que je voudrais, c'est le V tilde 2D en point de vue de Fourier. Ici, je veux un V tilde 2D en point de vue de Fourier. Donc je vais passer en point de vue de Fourier. Alors ça, ce n'est pas très compliqué. Prenons cette première équation ici. Si je passe en point de vue de Fourier, bien, ce que je vois, c'est qu'ici, j'ai l'intégrale dans l'espace dr d'un produit de fonctions. Et donc ça, si j'utilise la formule de Plancherel, je sais que je peux l'écrire E égale 1,5 de l'intégrale, cette intégrale maintenant sera en point de vue de Fourier, de phi tilde de k, ρ tilde, alors je vais mettre une étoile parce que ρ de R est réel, mais rien ne me dit pour l'instant que sa transformée de Fourier soit réelle aussi, de k, d3k, je suis toujours à 3 dimensions pour l'instant, sur 2π³. Voilà. Quant à phi de k, ce n'est pas compliqué de le trouver, puisque phi de R, c'est un produit de convolution entre ρ et V. Donc je sais que quand je passe en point de vue de Fourier, un produit de convolution devient un produit normal. Donc cette chose-là, en point de vue de Fourier, ça va s'écrire que phi tilde de k, c'est V tilde de k fois ρ tilde de k. Donc mon énergie, je peux l'écrire donc 1,5 de l'intégrale de, je vais avoir ρ tilde étoile de k, V tilde de k, ρ de k, d3k sur 2π³. Bien. Alors, ayant fait ça, je vérifie que je n'ai pas oublié de choses que je voulais vous dire. Maintenant, je vais passer à mon K2D, enfin, je vais essayer d'extraire de ça mon potentiel à 2D. Et c'est là que je vais utiliser le fait que j'ai choisi une fonction d'onde qui était figée, entre guillemets, selon l'axe Z. Donc j'ai une fonction d'onde figée selon Z, je peux mettre des guillemets à figée, qui 0 de Z. Donc ρ tilde, le ρ de R qui est écrit là-bas, je peux l'écrire en ρ de D de R, donc de XY si vous voulez, fois ma densité N0 de Z, où N0 de Z, c'est simplement qui 0 au carré. Et donc ρ tilde de K, de la même façon, ce sera ρ tilde 2D de Kx, Ky, fois N0 tilde de Kz. Voilà, donc j'ai plus qu'à reporter maintenant cette structure de ρ tilde de K, ici, dans cette équation, et je peux mettre mon énergie sous la forme 1,5 de... Alors, je vais écrire ça sous la forme d'une intégrale sur Kx et Ky seulement. Donc, ρ tilde étoile 2D, j'ai beaucoup de choses à y mettre, alors je vais l'appeler Kperp pour Kperp, ce sera donc
kx, ky. Rho tilde d kperp. Ensuite, un v tilde de 2d que je vais expliciter dans un instant, de kperp, fois rho tilde 2d de kperp, d2 kperp sur 2pi. Alors cette fois-ci, je le mets au carré. Et puis maintenant, qu'est-ce que j'ai mis dans v tilde d? J'ai mis tout ce qui manque. J'ai mis l'intégrale sur kz, donc v tilde 2d de kperp, c'est une intégrale sur kz de, je vais avoir le n0 de kz au carré, donc n0 tilde de kz au carré, fois v tilde de k. Et ça, c'est intégré sur dkz. Et puis comme j'avais un 2pi cube et que je n'ai plus qu'un 2pi carré là, je mets un 2pi ici. Voilà. Donc là, je sors comme ça, de manière assez naturelle, un v tilde de d qui fait intervenir, bien sûr, ma densité selon z, et puis le potentiel dont je suis parti, v tilde de k. Voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous donner autre chose à ce stade? Non, je pense que c'est ça que je voulais. C'est bien. Allez, je l'encadre. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va travailler maintenant. C'est ça que je vais faire apparaître ici, en mettant ici la densité uniforme à 2D. Je peux revenir sur des diapos maintenant. Les calculs les plus difficiles sont passés. Donc, on a vu plus haut la forme du potentiel V tilde de K. C'est toujours ce G plus GDD, 3 cos carré alpha moins 1. Le V tilde de 2D, je vous l'ai réécrit ici. J'espère que c'est le même que celui que j'ai encadré, mais je ne vois pas de différence majeure, donc tout va bien. Alors, le 3 cos carré alpha moins 1, je vous rappelle ce que c'est. C'est l'angle entre... Enfin, alpha, c'est l'angle entre K et UZ. Donc, cette chose-là, je peux la réécrire... je peux réécrire 3 moins 1, 2 moins sinus carré alpha. Et sinus carré alpha, ça fait dire kperp sur kperp carré plus kz carré. Puisqu'encore une fois, alpha, c'est l'angle entre K et UZ. Donc ça, c'est juste une petite gymnastique pour pouvoir prendre les limites convenablement tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire attention quand on prend les limites du potentiel dipolaire. Donc là, je mets bien kperp et kz, et puis on va voir ce qu'on fait tendre vers 0 en premier. Avant de faire ça, le deuxième ingrédient dans mon intégrale, qui est donc la densité en point de vue de Fourier au carré. Ma densité, j'ai pris une fonction gaussienne, je vous ai dit, donc c'est puissance moins z2 sur Lz carré. Donc la transfert de Fourier est également une fonction gaussienne, c'est puissance moins kz carré Lz carré sur 4. Et un point important, c'est donc que comme j'ai une gaussienne en kz, ça veut dire que les kz qui vont contribuer à mon intégrale, là pour mon potentiel effectif à 2 dimensions, ils sont limités à 1 sur Lz. Les grands kz ne vont pas avoir de contribution puisque la gaussienne va couper leur contribution, quel que soit ce que veut faire V tilde de K. Alors prenons la limite kperp tend vers 0 pour commencer. Dire que je prends kperp tend vers 0, ça veut dire que je prends donc un vecteur d'onde dans mon plan xy, qui est très petit, donc je regarde des grandes longueurs d'onde, des oscillations de grandes longueurs d'onde dans mon plan xy. Je vous rappelle tout à l'heure, c'est ça qui nous posait problème dans le cas d'un gaz à 3 dimensions, ces grandes longueurs d'onde. Prenons ces grandes longueurs d'onde. Eh bien, ce que vous voyez tout de suite, c'est que si je fais tendre kperp vers 0 ici, eh bien, en gardant kz fini, j'ai 2 moins 0, donc je récupère un g plus 2 gdd dans mon v tilde de k. Donc je peux le sortir, ce v tilde de k, en le prenant égal à g plus 2 fois gdd. Je me récupère simplement l'intégrale de ma gaussienne au carré. Ça, on sait le calculer, ça donne 1 sur racine de 2pi fois Lz. Et donc, le v tilde de 2d de k, aux grandes longueurs d'onde, il est positif. Je n'ai plus l'instabilité que j'avais à 3 dimensions. Le fait d'avoir confiné fortement le gaz selon l'axe Z, finalement, ça m'empêche de mettre les dipôles les uns derrière les autres aux grandes longueurs d'onde, parce qu'il faudrait que je sorte un dipôle et que j'aille le mettre là-haut, mais ça, je sais que j'ai ma gaussienne qui me confine mes dipôles dans un plan, au voisinage d'un plan. Donc finalement, aux grandes longueurs d'onde, je n'ai plus aucun souci maintenant. On a sauvé la stabilité du gaz. Si on va regarder aux petites longueurs d'onde maintenant, si je vais regarder kperp grand devant 1 sur Lz, donc je regarde des perturbations, mais qui sont, si vous voulez, quasiment 3D, puisqu'elles ont une période qui est petite devant l'épaisseur du gaz. À ce moment-là,
si vous reprenez ça. Donc, cette fois-ci, vous prenez Kperp grand devant 1 sur Lz. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ici, les Kz ne peuvent pas dépasser 1 sur Lz à cause de ma gaussienne, eh bien, à ce moment-là, au contraire, ce que je dois prendre, c'est la limite Kz tend vers 0 ici. Donc, j'oublie le Kz sur lequel j'ai mis le point rouge, là, et je me récupère avec un 2 moins 3, un moins 1. Et à ce moment-là, je vois que mon V tilde de 2D de Kperp vaut G moins GDD. Donc, il peut devenir négatif si les interactions dipolaires sont fortes. Et la question, c'est est-ce grave, docteur, d'avoir un V tilde de K qui devient négatif, mais au grand K, cette fois-ci? Est-ce que ça peut poser problème? Eh bien, la réponse, c'est ça dépend, comme vous allez le voir. Alors, pour être un petit peu plus quantitatif, on peut faire le calcul complet de V tilde de 2D de K. Hein, je l'ai fait dans les notes. Comme vous voyez, ce qu'il faut faire apparaître, c'est des intégrales avec des fonctions gaussiennes. Donc, sans surprise, on voit apparaître la fonction erreur qui est là. Et donc, la forme générale de V tilde de 2D de K, eh bien, c'est ça, c'est G plus 2 fois G de D moins 3 G de D fois une fonction, grand F. Et cette fonction grand F, eh bien, elle interpole entre le cas des petits vecteurs d'onde et le cas des grands vecteurs d'onde. Elle varie de 0 à 1 ici. Donc, au petit k, ici, donc, vous voyez, l'argument de f, c'est Kperp, hein, ici, mesure en unité de 1 sur Lz. Donc, au petit k, grand f vaut 0. Donc, on récupère le g plus 2gdd que j'avais à la diapositive précédente. Au grand k, grand f vaut 1. Donc, je récupère g plus 2 moins 3, enfin, plus 2gdd moins 3gd, donc g moins gdd que j'avais également à la diapositive précédente, et puis j'ai une fonction continue qui varie entre les deux. Et donc j'ai un potentiel, d'un point de vue de Fourier, qui est donc positif au petit k et qui devient négatif au grand K. Là, je l'ai tracé en unité de V de D0, donc ça part par définition de 1 au petit k, et il devient négatif au grand K. Voilà. Alors, on lit parfois, et je l'ai même écrit dans les notes, on a un potentiel qui est répulsif au petit k et attractif au grand K. C'est une phrase qui est dangereuse. Je pense que je vais l'enlever des notes telles quelles parce qu'elle me semble un petit peu trop dangereuse. Je reviendrai dans un instant vous dire pourquoi c'est dangereux de le dire comme ça. Mais vous aurez l'occasion de le lire souvent dans la littérature si vous les regardez. Dire qu'un potentiel est attractif en point de vue de Fourier ou répulsif en point de vue de Fourier. Alors, avant de vous dire pourquoi c'est dangereux, parlons du spectre d'excitation. Donc je reviens à ma relation générale, celle qui est encadrée en bas à droite sur le tableau, là-bas. Donc je l'ai passée à 2 dimensions, en mettant donc la densité ρ0 à 2 dimensions, V tilde à 2 dimensions, et regardons à quoi ça ressemble. Petite valeur de K, comme toujours. On commence par elle. Petite valeur de K, je vous ai dit, V tilde de D de K est positif. Pas d'instabilité, tout va bien, je vais avoir une vitesse du son pour mon problème. Grande valeur de K. Aux grandes valeurs de K, je sais que c'est ce terme-ci en epsilon k carré qui domine. C'est un K4 qui va être plus grand que le K qui est ici. Donc pas de problème non plus, je récupère les particules libres. La nouveauté qui peut apparaître, c'est aux valeurs intermédiaires. Aux valeurs intermédiaires, V tilde de D a commencé à devenir négatif, enfin il est devenu négatif si GDD est plus grand que G, et le epsilon k carré n'est pas forcément encore dominant. Donc c'est là que je peux avoir un problème, et c'est là que va apparaître mon minimum de Roton. Donc là, vous avez un exemple de faisceau de courbe qu'on obtient, où je reprends cette formule-ci. Alors pour simplifier, j'ai pris petit g égale 0, donc j'ai mis simplement des interactions dipolaires, et je crois que vous avez d'autres faisceaux de courbe avec des interactions de contact également dans les notes. Mais là, il n'y a pas d'interaction de contact, simplement des interactions dipolaires. Et je trace donc ce qui se passe pour différentes valeurs de GDD fois ρ0, qui est le préfacteur qui va sortir ici. Donc, quand GDD fois ρ0 mesuré en unité naturelle, qui est h bar 2 sur mlz carré pour ce problème, quand ça vaut simplement 1, vous avez une courbe qui est toujours monotone. Bon, elle ne ressemble pas vraiment à ce qu'on avait pour un gaz avec des interactions de contact, mais enfin, il n'y a rien de bien spécial. Mais en revanche, quand j'augmente ma densité, par exemple, à GDD fixé, eh bien, je vois apparaître un maximum local et un minimum local. Quand je l'augmente encore, eh bien, je vois un point où ça vient toucher l'axe des X. Et puis si j'augmente encore au-delà, eh bien, j'ai toute une plage ici où j'ai une instabilité qui apparaît. Et cette instabilité, c'est un petit peu comme l'instabilité tout à l'heure, mais maintenant elle apparaît vraiment autour d'un vecteur d'onde K bien précis. Donc c'est ce vecteur d'onde K, cette modulation-là, qui va pousser dans mon système exponentiellement vite s'il y a un petit ferment au départ pour le lancer. Voilà. Donc
voyez, on voit apparaître tout naturellement ce type de courbe ici, parce que j'ai ce V2 tilde de D2K qui change de signe avec lié au confinement qu'on a vu au tableau. Donc, je redis ici, je reprends donc la courbe qu'on a obtenue juste au voisinage de l'instabilité, quand on vient juste toucher l'axe des X ici, donc c'est une perturbation qui ne coûte aucune énergie pour la faire apparaître. Elle apparaît quand l'énergie d'interaction GDD fois ρ0 est de l'ordre de 1,7 fois h bar 2 sur mLz carré. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quand même des énergies d'interaction relativement importantes, puisque c'est une énergie d'interaction qui est de l'ordre de l'énergie de confinement, si vous voulez, selon Z, le h bar 2 sur mLz carré. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le gaz était quand même un petit peu épaissi à cause des interactions. Je ne peux pas mettre pour Lz la valeur de la taille de l'état fondamental de l'oscillateur harmonique, puisque mes interactions sont du même ordre que cette énergie. Donc, pour faire les choses proprement, il faut faire une solution autocohérente, commencer par calculer l'épaisseur du gaz compte tenu des interactions qu'on met, et puis ensuite aller injecter cette valeur de Lz dans la formule. Ça, c'est fait dans les notes, en particulier, il y a un appendice là-dessus, mais je ne vais pas le faire ici parce que c'est un petit peu long, et puis une fois qu'on a compris comment ça se fait, c'est juste une question de calcul. Bien, alors, je vous disais, on voit parfois cette phrase « Ah, j'ai un V tilde de K qui est répulsif au petit k parce qu'il est positif, et puis qui est attractif au grand K parce que V tilde de K devient négatif. » Alors, dans ce cas précis, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux puisque au petit k, donc aux grandes longueurs d'onde, mes dipôles sont loin les uns des autres, alors qu'au grand k, petite longueur d'onde, c'est vrai que j'ai possibilité de mettre les dipôles les uns autour des autres, et il y a une composante attractive certaine qui se manifeste, puisque je peux mettre les dipôles pour les toutes petits vecteurs d'onde, pardon, pour les toutes petites longueurs d'onde, les grands k, je peux les mettre comme ça, tête bêche, enfin oui, l'un à la file de l'autre. Donc pour l'interaction dipôle-dipôle, ce n'est pas faux. Ceci étant, je peux très bien vous proposer des potentiels qui sont purement répulsifs et qui néanmoins ont une transformée de Fourier qui change de signe avec K. Et l'exemple le plus simple qu'on va utiliser assez abondamment dans les cours 5 et 6, quand on va étudier les supersolides, eh bien, c'est un potentiel de cœur mou. Si vous prenez un potentiel de cœur mou comme ça, ou si vous pouvez le lisser, vous pouvez prendre quelque chose qui est comme ça, eh bien, vous avez une transformée de Fourier qui va changer de signe. Pour le cœur mou que j'ai écrit ici à 2D, eh bien, la transformée de Fourier, c'est une fonction de Bessel J1, et la fonction J1, elle est positive pour les petits k, et puis elle change de signe après au plus grand k, puis elle rechange de signe encore, elle oscille comme ça. Mais je peux très bien avoir un V tilde de k qui est négatif, sans avoir nullement dans mon problème des forces attractives entre particules. Donc il faut se méfier de la phrase A, c'est attractif au grand k, sous-entendu, c'est attractif aux petites distances, parce que je peux vous exhiber des potentiels qui ne sont pas du tout attractifs et qui ont néanmoins ce V tilde de K négatif. Voilà. C'était plus un message de précaution que je voulais vous donner. Bien, eh bien je termine avec un dernier paragraphe qui est donc la mise en évidence expérimentale de ce spectre de Roton. Alors, ce spectre de Roton, il a une très belle histoire pour l'hélium. Et cette histoire est liée au grand physicien soviétique Landau. À l'époque, donc on est dans les années 40, au début des années 40, il y avait un conflit manifeste entre ce qu'on mesurait, deux quantités qu'on mesurait sur l'hélium. La première chose qu'on connaissait sur l'hélium superfluide, c'était la vitesse du son, qu'on connaissait bien, et par ailleurs, on connaissait la chaleur spécifique, c'est-à-dire comment est-ce que la température du gaz évoluait quand on amenait de la chaleur. Et on ne savait pas réconcilier les deux modèles dans un modèle où simplement, donc si je reprends là, vous avez ici une relation de... Oula, pourquoi ça fait ça? Tout est parti. Catastrophe. Voilà. Allez, reviens. Non? Toc. On n'arrivait pas à réconcilier ça dans un modèle où on n'aurait mis que des phonons, c'est-à-dire une relation de dispersion comme ça. Voilà, c'est-à-dire que les phonons avaient une certaine chaleur spécifique, mais ça ne suffisait pas à rendre compte de la chaleur spécifique qu'on mesurait sur l'hélium. Et Landau a vraiment
fait un travail qui est quand même admirable, c'est qu'à partir de toutes ces données, il a dit il faut que le spectre d'excitation ne soit pas du tout la ligne rouge que j'ai tracée, mais il faut qu'il ait la forme qui est écrite ici. C'était une prédiction quantitative. Hein. Il a prédit la position d'un maximum ici, d'un minimum là, en utilisant toutes les données expérimentales. Et plus de 10 ans après, eh bien, les données sont apparues. Alors là, c'est des données plus récentes, mais il a fallu attendre plus de 10 ans pour que des mesures apparaissent pour ce spectre. C'est des mesures par diffraction de neutrons, donc en un sens, c'est la même histoire que ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les processus d'émission stimulés. On envoie des neutrons sur le milieu et on essaie avec ces neutrons de déposer une énergie bien précise, h bar oméga, une impulsion bien précise, h bar k, et on regarde quand est-ce qu'on a une résonance pour un cas donné, quand est-ce qu'on a un oméga résonant. Et le résultat, eh bien, il est quand même remarquablement proche de ce qu'avait prédit Landau. Et Lev Pitaïevski disait souvent que c'était une des très grandes fiertés de Landau d'avoir prédit ça, que le jour où les données expérimentales sont sorties, il paraît que Landau était vraiment très très content de voir que sa théorie avait été confirmée. Et c'est vrai quand même que c'est remarquable d'avoir prédit quelque chose d'aussi exotique à partir des données de l'époque et de ne pas s'être trompé. Vraiment, enfin, bon, peut-être que le minimum est un petit peu moins profond dans la prédiction de Landau, mais bon, c'est quand même vraiment très beau. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on l'interprète, ce minimum de Roton pour l'hélium ? Il n'y a pas de dipôle, il n'y a pas de confinement selon l'axe Z. Comment on l'interprète ? Je dois dire que c'est pas simple. La première interprétation qui est venue, le mot Roton, je crois que c'est Tam qui l'a proposé, mais la première interprétation qu'on lit dans la littérature, elle est due à Onsager, dans un compte-rendu de conférence, où en réponse à une question, Onsager avait suggéré qu'un roton pouvait correspondre à un anneau de vorticité de taille atomique. Un anneau de vorticité, c'est comme un anneau de fumée. Hein. C'est une boucle de vortex, mais c'est un vortex qui se ferme sur lui-même, une ligne de vortex qui se ferme sur elle-même, avec donc des petits courants comme ça. Et des anneaux de vortex, on sait que ça peut exister à n'importe quelle taille, et en particulier, la taille peut tendre vers zéro, avoir simplement la taille d'un seul atome. Et Onsager, en 1949, avait suggéré ça. C'est une interprétation qui a été reprise par Feynman un peu plus tard dans un article. Alors cette fois-ci, Feynman l'a écrit. The smallest string vortex that can exist must have a radius about half the atomic spacing, donc c'est vraiment une taille atomique. Let us guess that this is in fact a roton. Alors cette interprétation en termes de boucle là, j'en discutais il y a quelques semaines avec Sandro Stringari, elle n'a pas été complètement invalidée. Me disait Sandro. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Toujours est-il qu'elle ne tient plus trop la corde dans les interprétations. Et ce qui tient plus la corde, c'est une phrase de Nozière qui date de 2004, qui est qu'un roton, en fait, est un fantôme d'un pic de Bragg. C'est une très jolie phrase. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que le fait que cette excitation-là, à ce vecteur d'onde K, ici, ne coûte pas beaucoup d'énergie, ça veut dire qu'il ne faudrait pas changer grand-chose au système pour qu'il y ait une modulation spontanée qui apparaisse à ce vecteur d'onde-là, donc un cristal se forme avec ce vecteur d'onde-là. Et un pic de Bragg, ça signifie qu'une fois si on a un cristal, une fois qu'on diffractera des neutrons dessus, on aura des beaux pics correspondant à l'ordre cristallin. Alors, c'est sûrement effectivement relié, et quand on va étudier la supersolidité au cours 5 et 6, on verra qu'effectivement, le minimum de Roton est très lié aux supersolides qui vont apparaître dans nos systèmes magnétiques. Pour l'hélium, il faut quand même mettre un petit bémol à cette phrase, c'est qu'on peut fabriquer un cristal avec de l'hélium superfluide. Ce qu'il faut, c'est appuyer fort sur le liquide, donc augmenter la pression, et au-dessus de 25 bars, le superfluide devient un cristal. Mais quand on étudie l'évolution de ce minimum de Roton en fonction de la pression, eh bien, les 25 bars dont je vous parle ici ne correspondent pas à un moment où le minimum de Roton touche 0. Donc, il n'y a pas une correspondance biunivoque quand même entre ce minimum de Roton pour l'hélium et puis la cristallisation de l'hélium. Voilà. Donc, voilà, je vous laisse avec toutes ces phrases-là, et puis si vous en savez plus, je suis preneur d'informations. Alors, passons à nos gaz magnétiques. Cette structure en Roton-Maxon a été vue dans des très jolies expériences qui ont été faites à Innsbruck dans le groupe de Francesca Ferlaino. Je vous ai mis ici 2 références, il y en a eu plusieurs. Il y a encore un article qui est sorti dans Fitzgerald Letters cette semaine sur ces structures en Roton par le groupe de Francesca. C'est le même type d'expérience que celui dont je vous parlais pour
pour le groupe de Paris Nord tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toujours de la spectroscopie de Bragg faite avec deux ondes, oméga 1K1, oméga 2K2. On regarde toujours un phénomène d'absorption et d'émission stimulé. Donc là, je vous ai mis des détails. On confine fortement le gaz selon l'axe Z. On le confine aussi selon l'axe X. Donc, dans cette expérience-là, l'expérience n'est pas faite sur un plan uniforme perpendiculaire à l'axe Y, perpendiculaire à l'axe Z, mais elle est faite sur un tube très très long perpendiculaire à l'axe Z. Ça ne change sur le plan qualitatif rien à ce que j'ai dit. Sur le plan quantitatif, il y a des petites modifications quand on veut établir le potentiel V effectif. À ce moment-là, il faut passer à une dimension ici et intégrer sur les deux dimensions restantes. Mais bon, ça, encore une fois, c'est purement des modifications quantitatives, des facteurs numériques qui sont modifiés, mais sur le plan des principes, ça reste la même chose. Les chercheurs d'Innsbruck ont varié le vecteur d'onde K de manière à explorer tout le régime entre les régimes de phonons et au-delà du minimum de Roton, vous allez le voir dans un instant. Par ailleurs, ils ont gardé GDD constant, puisque leurs dipôles sont parallèles à l'axe Z, donc ça, on ne peut pas modifier GDD. En revanche, ils ont varié petit g, c'est-à-dire les interactions de contact, en utilisant une résonance de Fano-Feshbach. Et voilà un résultat typique. Donc, ADD, la longueur de diffusion, enfin la longueur dipôle-dipôle, je ne vais pas l'appeler diffusion, la longueur dipôle-dipôle vaut 65,5 à 0, elle est fixe, et la longueur de diffusion associée aux interactions de contact, ici vaut 80, donc elle est plus grande que ADD, G plus grande que GDD, et puis là elle diminue pour passer en dessous de ADD. Pour des interactions de contact dominantes, ben là il n'y a vraiment rien à signaler, on a la partie linéaire du spectre, on a la partie linéaire du spectre ici qui correspond au phonon, et en revanche, quand on diminue petit a, c'est-à-dire qu'on rentre dans le domaine des interactions dipolaires fortes, eh bien on voit apparaître ce point d'inflexion, et puis ici une belle structure avec un maximum ici, et puis un minimum là. Et le minimum correspond bien à ce qu'on attend, c'est-à-dire un caroton fois la taille de l'oscillateur harmonique à OH de l'ordre de 1,3 ici, donc légèrement supérieur à la taille de l'oscillateur harmonique. Les chercheurs d'Innsbruck ont aussi regardé comment est-ce que ce minimum de Roton pouvait s'annuler. Donc ils sont mis à caroton ici, la valeur de caroton, et puis ils ont regardé comment évoluer la valeur de oméga ici, en fonction donc, du paramètre A sur AOH, la longueur de diffusion de contact mesure en unité du rayon de bord. Et ce que vous voyez, c'est que donc, quand on diminue petit a, on diminue à force des interactions de contact, eh bien, ce minimum-là devient de plus en plus bas et il s'annule pour une valeur donc, qui, quand on extrapole la courbe, est à 51,9 rayons de bord à 0, ce qui correspond à ADD sur A qui vaut 1,26. Là encore, c'est en bon accord avec la théorie. Et la question que vous pouvez vous poser, que se passe-t-il quand on touche l'axe? Et là encore, ce sera l'objet du prochain cours, mais pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on fera les gouttelettes. Ce sera les supersolides, et ça, ce seront les cours 5 et 6. Voilà, donc je conclus. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est d'une part à 3 dimensions. À 3 dimensions, on a vu qu'on avait une instabilité aux grandes longueurs d'onde dès que GDD dépassait G, c'est ce qu'on avait ici. Et donc je vous renvoie au cours prochain pour savoir ce qui se passe quand on va au-delà du champ moyen avec ces gouttelettes liquides. Et puis, deuxième chose, que se passe-t-il si on confine fortement dans la direction des dipôles? Donc on a regardé en détail cette géométrie quasi 2D, mais comme je le dis, la géométrie quasi 1D est très voisine. Et là, ce qu'on a vu, c'est cette instabilité de type Roton, avec pour un vecteur d'onde K particulier, une énergie nulle pour générer cette instabilité. Et ça, comme je l'ai dit, ce sera la transition vers un état supersolide, et ce seront les cours 5 et 6. Voilà, je m'arrête ici. Je vous rappelle le séminaire de Rudy Grimm d'ici 15 minutes à peu près. Merci beaucoup. Merci.